Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Mais ça, c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. S'il fait 2 ans VTC, c'est mieux pour trouver un CDI que s'il est 2 ans à toucher le RSA dans son quartier. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et donc c'est cette république contractuelle à laquelle je crois. Je suis favorable à ce que la loi prévoit de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. People do think that we need reform. We want to do reform, so we will do reform. When you compare with the UK in the 80s, I mean the main difference is that we didn't deliver at the time. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Oui. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Parce que c'est notre projet! Se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez,
qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà. Emmanuel Macron, donc né le 21 décembre 1977, qui a bientôt 40 ans, haut fonctionnaire, banquier d'affaires, et qui est devenu récemment homme politique français. Il est inspecteur des finances, il est banquier d'affaires chez les Rothschild. On n'est pas vraiment à la gauche de la gauche. Là, pour un socialiste, débarquer directement des Rothschild pour gérer les affaires de la France, c'est encore pour un gouvernement socialiste assez surprenant. Et secrétaire général adjoint du président de la République entre 2012 et 2014, et ministre de l'économie et de l'industrie depuis 2014. Et je me suis demandé comment un inconnu a pu avoir une ascension aussi fulgurante sans avoir fait ses preuves de façon électorale, sans avoir été élu. Emmanuel Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali. Jacques Attali sur la gauche, donc qui est un ami d'Emmanuel Macron, a été présenté. Donc Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali comme étant un jeune homme brillant et qu'il fallait absolument embaucher. Jacques Attali a toujours été un peu l'homme de l'ombre, tout gouvernement confondu. Il était déjà conseiller de François Mitterrand. Il a été sous Sarkozy. Vous savez, Sarkozy l'a appelé pour faire le fameux rapport sur la libération de la croissance. À chaque fois, on l'appelle pour faire des trucs comme ça, et il nous fait un petit livre qui n'a absolument aucune valeur, un livre ou une étude. Pire que ça, Jacques Attali va aussi dire que non seulement Emmanuel Macron est le candidat idéal pour 2017, mais il dit aussi sur BFM TV qu'il connaît la prochaine candidate. Qu'il connaît peut-être la prochaine présidente française au-delà de 2022. Il a déjà repéré des talents et il sait très bien où on va et qui on va élire. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable. Je dirais même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Autre chose, il lance sa campagne et il lance aussi une espèce pas de sondage d'opinion, mais une marche qui est censée prendre la température du peuple français. Donc ça s'appelle les marcheurs d'Emmanuel Macron, qui ont pris la route à travers toute la France et qui vont comme ça remonter les informations à Emmanuel Macron, et comme ça il pourra avoir une idée de l'état de la France. Alors c'est assez surprenant pour quelqu'un qui est à la tête de Bercy, qui a avec lui les services secrets français, qui a avec lui toute l'administration des impôts, l'administration fiscale, et qui fait appel à des petits jeunes pour marcher en France et avoir une idée pour se faire une idée de l'état de la France. C'est complètement hilarant, c'est complètement débile, et il n'a pas informé le président de la République de cette initiative. Cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Voici Mike Poon, tout sourire, sur les bords de la Garonne.
C'était il y a 2 mois. Depuis, l'homme est introuvable. Il s'est volatilisé. Disparition embarrassante, car l'État vient de lui vendre l'aéroport de Toulouse. Les éléments d'information que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation sur la matière économique qui nous concerne. Ça ne remet pas du tout en cause les projets. À Toulouse, les opposants à la vente de l'aéroport ne sont pas de cet avis. Surtout que le richissime industriel chinois serait recherché dans son pays pour corruption. On apprend par la presse qu'un aéroport est vendu. On apprend par la presse que l'acheteur est en fait véreux, est en cavale. Donc on est dans le grand n'importe quoi. À un scandale démocratique, ça s'ajoute peut-être maintenant un scandale tout simplement d'État. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. L'argent a-t-il été versé? Y a-t-il eu des négligences? Les opposants exigent des réponses. Nous posons une question simple à M. Macron et au gouvernement. Nous voulons les preuves du paiement des 308 millions d'euros, premièrement. Et deuxièmement, la traçabilité pour vérifier que les fonds n'aient pas transité par des paradis fiscaux. Parce qu'auquel cas, on assisterait peut-être et probablement à une opération de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Manuel Valls et le Premier ministre chinois seront à Toulouse. Officiellement, la question de l'aéroport ne figure pas à l'ordre du jour. Belfort a un avenir industriel et que cet avenir industriel, il fait partie d'abord des engagements qui ont été pris de part et d'autre par General Electric et de ces engagements qui sont suivis par le gouvernement et les pouvoirs publics de près et aussi de l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et des entreprises françaises sur le site de Belfort. Je considère que c'est de la part de Alstom une décision totalement inacceptable. On nous a expliqué qu'il fallait vendre Alstom Énergie pour conforter Alstom Transport. Monsieur Macron a pris des engagements solennels devant les salariés d'Alstom à Belfort. Alors je crois qu'il faut le dire très clairement, le gouvernement doit faire le maximum pour que la société Alstom revoie complètement sa copie. Quand j'ai entendu hier que l'usine Alstom de Belfort fermait, ça m'a fait mal au cœur. Mal au cœur pour les ouvriers que j'ai vus tant de fois chez Alstom, qu'on avait sauvés. Ça fait plus d'un siècle et demi qu'Alstom était là-bas. Du jour au lendemain, parce qu'au fond le gouvernement ne les a pas défendus. On a notre filière de construction de TGV, métro, qui est durement fragilisée. Devinez qui m'a écrit, oui, à l'hôtel de ville, Emmanuel Macron. Oh, un courrier, alors j'en revenais pas. Monsieur Emmanuel Macron, vraiment c'est gentil de m'avoir écrit, mais votre courrier, il ne dit rien. C'est du blabla du début à la fin. Il n'y a pas une once de proposition politique. Et vous m'écrivez, pourquoi? Pour me demander, eh bien, de vous donner ma promesse de parrainage pour l'élection présidentielle. Ah ouais, mais non, en fait, ça va pas le faire. C'est juste pas possible que je vous parraine. Je vous explique pourquoi. De qui Emmanuel Macron est-il le nom? Eh bien, Emmanuel Macron, c'est le jeune énarque scribouillard qui a été notamment le rapporteur, enfin le rédacteur du rapport de monsieur Attali sous Nicolas Sarkozy. Vous savez, le rapport sur la libération de la croissance qui a permis la création du statut d'auto-entrepreneur et ensuite le développement des plateformes type Uber qui ont développé un esclavage moderne. Donc c'est hors de question. Ensuite, quand vous avez basculé chez François Hollande et que vous êtes devenu ministre, eh bien vous nous avez imposé vos lois Macron de déréglementation des métiers, mais aussi les lois, les mesures anti-écologiques comme les cartes Macron qui sont déjà en train de licencier. Mais c'est aussi l'imposition du travail du dimanche pour tout un tas de gens et surtout des femmes qui se retrouvent comme ça avec leur dimanche matin complètement brisé. On voit bien, il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs. Il est l'instrument des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens qui... C'est pas un peu facile. Mais si.
Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant un an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Ah non, c'est pas ça du tout. Moi, je vous dis pourquoi on a mis Emmanuel Macron en une. Outre l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'Emmanuel Macron fait vendre. Il y a un vrai intérêt. Oui, mais il a fait vendre au fur et à mesure. Il a fait vendre parce que on a commencé par quand on fait la liste des unes, c'est invraisemblable. Des unes de magazines, d'hebdomadaires. Les grands médias se focalisent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent encore sur ce seul François Fillon, alors que d'autres finalement passent à travers les gouttes, voilà. Notamment Monsieur Macron. Monsieur Macron, il y a des quantités de choses qui circulent à son égard, notamment sur des frais de bouche qu'il aurait dépensés à Bercy pour le compte de son parti politique en gestation. On ne sait pas du tout qui finance d'ailleurs ces espèces de shows à l'américaine qui doivent coûter des fortunes. Qui est derrière? Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Alors je vais vous dire, oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central, je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Un autre homme a joué un rôle important du côté plutôt Macron, c'est Danny Cohn-Bendit, qui a suivi l'évolution des choses et qui a conseillé à Emmanuel Macron d'accepter si François Bayrou venait et de faire un deal, etc. Donc en réalité, il y a peu de gens qui savaient ce qui se tramait, y compris dans les entourages les plus proches de l'un et de l'autre. Ils ont échangé beaucoup par texto depuis 48 heures. Ils se sont parlé cet après-midi et il y a un homme qui a joué un rôle, c'est Daniel Cohn-Bendit. Par le pédophile Cohn-Bendit. Là, je travaille avec des gosses. Bon. Paul Duc, avec des petits gosses. Alors, là, je dis, essayons d'approcher. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Je porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
campagne. Moi, je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai, un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique, voilà, de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les huissiers, j'en passe. Là, en vertu de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique, alors ça, personne n'en parle, hein. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours. Personne dans la presse ne l'a repris. C'est pourtant fondamental. C'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site upr.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles et j'insiste, quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Merci François Asselineau. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. De nous trahir au dernier degré comme ça. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Et je leur dis, mais il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie. Et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est
rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement le nombre de garanties dont bénéficient jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Loisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'Eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour rouler, j'ai lu to trick, oui. Rouler, tromper, pour tromper le public français, en lui faisant accepter des réformes convenables, dont celle du marché du travail. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas dans les marchés, on va pas s'embarrasser de finasserie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrivera peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides. Maintenant, il y a un danger qui se présente, c'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « Oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ».
Et bien sûr, il est bien obligé, parce que avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est que à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui, parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon. Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites, il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça? Oui. Donc là, jusque-là, dans les 3 cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les 3 cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, ben, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez, en fait. Je propose un quatrième cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris, la prise de la Bastille. Pardon, la prise de la Bastille numéro 2. Hier à Paris, il y avait, bon, on va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ben là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. Cet entretien, pour moi, a été
Révélation immédiate, ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps pour s'émerveiller, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France!